Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez pour cette soirée exceptionnelle, cette rencontre avec Meir Shalev, grand écrivain israélien, qui sera en dialogue avec Esther Lenman. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Esther Lenman et Meir Shalev surtout. Merci Gad. Voilà. Mais il m'appartient de vous souhaiter évidemment la bienvenue en tant que directeur de l'ECUJ et de vous dire que cette rencontre s'inscrit dans notre démarche d'accompagnement des publics qui aiment la langue hébraïque, qui aiment la littérature israélienne, et c'est la suite d'un certain nombre d'initiatives que nous avons déjà menées. Mais ce soir est une soirée très particulière. Meir Shalev est un écrivain que les Français apprécient, que les Suisses apprécient. Et je le rappelle, nous sommes ici des participants tous réunis du monde entier. Évidemment, cet événement organisé par la communauté israélite de Genève avec l'ECUJ, mais vous êtes partout. Vous êtes partout et je veux rappeler à vous qui nous suivez que vous avez la possibilité de suivre cet entretien en hébreu en utilisant votre bouton qui ressemble à un petit globe et en choisissant donc la langue hébreu, ou de suivre cet événement traduit en français en choisissant la langue française. Je vais maintenant, avant tout, vous souhaiter une très très belle soirée, donner la parole à mon amie Anita Khalas, qui dirige les activités culturelles de Genève, de la communauté israélite de Genève, qui est co-organisatrice de cet événement. Et je vous dis à tout à l'heure pour les questions, puisque je vais modérer vos questions, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le bouton Q et R de votre clavier. Une dernière chose, un salut très particulier pour tous les élèves qui apprennent l'hébreu, toutes les personnes qui suivent un ulpan, que ce soit au sein de l'ECUJ ou dans d'autres ulpanim. Je veux saluer nos amis de l'OSN, saluer également Bella Benaroche, qui est la responsable de l'Ulpan de l'ECUJ. Nous avons organisé cette soirée en invitant l'ensemble des élèves à nous rejoindre pour cette soirée. Donc, bienvenue là encore à vous tous. Je vais maintenant laisser la parole à Anita. Merci Gad. Mesdames, Messieurs, chers publics francophones amoureux de la culture israélienne, bonsoir. Comme Gad vous l'a dit, mon nom est Anita Khalas, je suis responsable des activités culturelles de la communauté israélite de Genève, et la communauté a vraiment le grand plaisir de co-organiser l'événement de ce soir avec l'ECUJ, avec le soutien de l'ambassade d'Israël à Berne. J'en profite pour saluer la présence parmi nous de son Excellence Madame Yifat Reshef, ambassadrice d'Israël à Berne, et remercier les collaborateurs de l'ambassade pour leur précieuse coopération pour la préparation de cette manifestation. Enfin, merci à l'ECUJ pour ce partenariat renouvelé qui nous permet ce soir d'accueillir l'un des meilleurs auteurs contemporains israéliens. Monsieur Shalev, c'est un honneur de vous recevoir ce soir. Je salue Michel Zlotowski qui assurera l'interprétation, ainsi qu'Esther Lenman, à qui je passe la parole sans plus tarder. Merci. Merci Anita. Bonsoir Monsieur Shalev. On est très heureux de vous recevoir. J'ose pas dire merci au Covid, mais enfin la réalité, c'est que grâce à ce qui nous arrive depuis 2 ans, on a tous pris l'habitude de se voir par écran interposé. Et donc, on peut vous recevoir, vous en Israël, chez vous, nous à Paris, et puis nos spectateurs un peu partout. On l'a vu en Tunisie, en Italie, en Suisse, en France, il y en a en Israël. C'est un bonheur. J'ai une première question, Monsieur Shalev, que normalement je ne vous poserai pas, mais à quoi ressemble votre jardin ce soir ? Comment il a résisté au coup de froid de la semaine dernière? הקור בישראל הוא לא כל כך קר כמו באירופה. אני עכשיו נמצא בתחילת הפריחה. היה שלג בירושלים ובגליל וברמת הגולן, בעמק לא היה. עכשיו אני לא יכול להראות את הגינה כי חושך, אז הבאתי חתיכה מהגינה הנה. הנה,
c'est gentil, des cyclamènes. זה צמח שממלא את הגינה שלי, קוראים לזה רקפת. באנגלית זה ציקלמן. אז יש לי המון כאלה, ויש לי גם כלניות, אנימוני, אבל הכלניות בלילה נסגרות. הן מאוד אדומות ויפות, אבל בלילה הן סוגרות את העלים, והרקפת נשארת פתוחה, אז אני שמח שראיתם את הרקפת שלי, אני אחר כך אחזיר אותה החוצה. Meir Shalev, je vous ai posé la question parce qu'on va commencer par parler de votre dernier livre paru en français. C'est pas très lisible, mais en tout cas, ça s'appelle Mon jardin sauvage. C'est sorti aux éditions Gallimard il y a quelques mois, traduction de Sylvie Cohen, comme tous vos livres. Ouais. Et dans ce livre, eh bien, vous faites le bonheur de tous les jardiniers, de tous les botanistes, parce que vous racontez votre quotidien d'amoureux de la nature. Je vais vous poser plein de questions autour de ça, mais d'abord, je voulais remercier rapidement Michel Zotowski, qui est un exceptionnel interprète et qui traduit de plein de langues, et notamment l'hébreu, et grâce à qui nous pouvons faire ce genre d'exercice. Je voulais remercier aussi Jérémy Seban, notre réalisateur, qui fait que c'est possible de vous avoir, de vous parler tous ensemble. Et puis, je voulais revenir sur le fait qu'on a choisi de vous entendre en hébreu, en tout cas pour ceux qui le peuvent. C'est un choix parce que, de mon point de vue, le matériau d'un écrivain, c'est évidemment la langue. Et quand on peut entendre un écrivain dans sa langue, on ne veut pas s'en priver. Donc, pour tous ceux qui le peuvent, écouter la mélodie de la langue de Shalev, ça vaut la peine. Nous, on est collés à la traduction en français, mais on se rattrapera après en replay. Meir Shalev, c'est une tradition dans cette émission. Je vais raconter qui vous êtes en quelques phrases très rapides pour dire simplement que votre vie, en gros, c'est la première page de l'histoire de l'État d'Israël, puisque vous êtes né juste après la proclamation de l'État d'Israël, en pleine guerre d'indépendance. Vous êtes né dans un petit village de Galilée, Nahalal, un moshav, et vous avez vécu une grande partie de votre vie dans cette région, on va y revenir, et vous êtes né dans une des familles qui définissent la conversation publique en Israël, puisque votre père, Yitzhak Shalev, était un poète connu, un de vos oncles, Mordechai Shalev, était pédagogue et critique littéraire, votre sœur Raphaël Achir était une artiste, c'est elle d'ailleurs qui a illustré votre livre, Le Jardin sauvage. Et puis, nous connaissons tous votre cousine, Zrouya Shalev, qui est un écrivain très, très populaire en France. Et vous avez un autre cousin, Aner Shalev, qui est un personnage intéressant puisqu'elle est à la fois prof de maths à l'université et écrivain. C'est vraiment une famille qui compte, dont la voix compte. Voilà, ça c'est l'ancrage. Ensuite, il y a vous-même, votre voix, puisque vous vous êtes fait connaître à la radio et à la télévision d'abord. Pendant de longues années, vous avez présenté une émission très populaire le vendredi soir à la télé. Et puis un jour, vous avez démissionné parce que vous avez décidé que vous en aviez marre, vous vouliez écrire. Je voudrais qu'on en reparle, mais enfin, si on a le temps. Entre-temps, donc, vous en êtes à 7 romans, 8, puisque vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y en a un qui va sortir le mois prochain en hébreu. Vous avez aussi publié 14 livres pour enfants. Et puis, il y a vos chroniques tous les vendredis dans Idiot Achronot, le grand quotidien israélien. Alors, juste pour remettre les choses un tout petit peu en perspective, il faut rappeler que Idiot Achronot, c'est le plus gros tirage en Israël et qu'en gros, les chiffres que j'ai, c'est 400 000 exemplaires en semaine, 600 000 le Shabbat. C'est l'équivalent du tirage du monde en France, et cela dans un pays de 9 millions d'habitants. Donc, une chronique dans le Idiot Achronot, ça veut dire au moins 600 000 lecteurs tous les vendredis. Alors, je termine. Vous avez reçu les 2 prix les plus prestigieux de la littérature israélienne, le prix Bernstein et le prix Brenner. Alors maintenant, donc, ce dernier livre, Votre jardin sauvage. On le disait tout à l'heure, vous êtes dans un petit village en Galilée qui s'appelle maintenant Aloné Abba, qui dans le temps était un village au nom allemand, le village de Waldheim. Et en fait, si je ne me trompe pas, vous êtes à 15 minutes du village de Nahalal où vous êtes né. Est-ce que c'est une coïncidence, Monsieur Shalev? Je voulais quitter Jérusalem
à un stade parce que la plus grande partie de ma vie, je l'ai vécue à Jérusalem. Cette ville a commencé à me fatiguer. Jérusalem est une belle ville à visiter, mais y habiter, c'est tout à fait autre chose. Et j'ai commencé à chercher un endroit villageois. Et naturellement, je suis arrivé dans la région de la vallée de Jezreel. Ça me donne beaucoup de plaisir. C'est un paysage que je connais, où j'ai de nombreuses familles jusqu'à aujourd'hui. Et je m'y sens chez moi, en dépit du fait que pendant des années, j'ai vécu à Jérusalem. Et maintenant, j'ai partagé mon temps entre Jérusalem et Aloné Abba. Maintenant, je ne vis qu'à Aloné Abba. J'ai beaucoup de plaisir à vivre ici. Désolé que ce soit la nuit et que je ne puisse pas vous montrer le paysage de ma fenêtre. Et mon horizon, c'est le mont Carmel. Et à 12 km à la ronde, c'est vraiment le Carmel. Et d'ici là, c'est des bois, des champs cultivés. C'est un lieu qui va parfaitement à mes souvenirs et à mon écriture. En lisant vos livres, je pensais un peu à Flaubert, qui était normand et qui a vécu toute sa vie au bord de la Seine en Normandie et qui a écrit à partir de là. Est-ce que dans un pays aussi petit géographiquement qu'Israël, on est aussi d'un endroit donné en Israël? Est-ce que vous pensez qu'on écrit différemment quand on vit en Galilée, quand on vit dans le Negev? De Jezreel, c'est un tout petit pays, mais il y a vraiment des régions géographiques très définies et climatiques aussi, très diverses. On peut en Israël, en 3 ou 4 heures de voyage, passer des Alpes au Sahara. On passe de monts enneigés, le Hermon, on passe au Negev, un désert, au désert de Judée. J'aime beaucoup les paysages d'Israël. Je me promène beaucoup. Je fais beaucoup de marches hors circuit, hors les circuits habituels. Je suis très lié au paysage israélien. Je sais qu'il y a des pays plus beaux qu'Israël autour de la Méditerranée. Bien que je sois un patriote du localisme, je sais que la Grèce, l'Italie, le sud de la France sont des lieux plus beaux qu'Israël. Mais il n'y a pas cette diversité des paysages. Il n'y a pas cette histoire qui vit encore de façon aussi vive, cette histoire antique qui vit de façon aussi vive qu'ici. Dans un des chapitres de votre livre, parce qu'en fait, votre livre, c'est à chaque fois des petites histoires, c'est comme des petites nouvelles ou des petites chroniques, à chaque fois avec un thème. Et il y en a un où vous racontez que tous les ans, une des écoles proches de chez vous, une classe de maternelle, vient dans votre jardin pour que les enfants découvrent une fleur qui s'appelle la scille. Donc, je dois reconnaître que j'ignorais le nom jusqu'à ce que je lise la traduction de Sylvie Cohen. Pourquoi Oui, en hébreu, ça s'appelle Chatsav. Eh bien, en français, donc, maintenant, je sais que ça s'appelle une scille, des cils. Pourquoi est-ce que c'est important qu'un enfant de 4-5 ans vienne regarder des fleurs s'ouvrir, pousser, je ne sais pas à quel moment ils viennent? J'écris dans ce livre là-dessus, effectivement, qu'un enfant de 4 ans qui commence à apprendre les fleurs, la nature, à 6 ans, ça sera quelqu'un de mieux. C'est ce que je pense. Et je pense aussi que en Israël, parce que la terre en Israël est une terre qui est sainte, elle est sainte pour 3 religions. Elle ne cesse pas de créer des conflits et des guerres. Je pense donc que la partie de la nature, des fleurs, des plantes, des êtres vivants, c'est la partie normale de la terre. Les gens, ce sont la partie la moins normale.
Et la nature, c'est la partie normale parce que la nature ressemble à la nature d'autres pays méditerranéens. Et je sens de façon claire que mon jardin, qui fait 800 mètres carrés, est une terre normale. Le roi David n'a construit aucun palais ici, aucun temple. Il n'est pas monté du ciel. Jésus n'est pas monté au ciel ici. Mohamed n'a pas atterri du ciel ici. Moi, j'habite sur une terre normale où il y a des insectes, des plantes, des serpents, des mulots et moi-même. Vous parlez à un moment dans votre livre, vous revenez sur le mot terre, le mot Adama, terre. Alors, je vous lis évidemment la traduction en français, Adama qui renvoie à la fois à Adam, le rouge, Adam, le sang, et à Adam, le fils de la terre. C'est intéressant, c'est vraiment la fabrique, le tissage de vos textes, le rapport entre la nature que vous aimez visiblement et la langue hébraïque et ses racines bibliques. C'est comme si vous aviez deux piliers qui vous ancrent dans la réalité, à la fois votre rapport à la terre et votre rapport à l'hébreu. Il y a deux choses très anciennes. Notre terre est très antique d'un point de vue historique. Elle est petite en territoire, mais quand on commence à la creuser, on arrive à 3000, 4000 années en arrière. Et cette histoire, c'est une histoire qui, pour l'instant, influence encore. Vous connaissez tous l'histoire des guerres entre les Romains et les Gaulois. Mais ces guerres n'ont plus d'importance actuelle en France ou en Belgique. Mais chez nous, toutes ces guerres qui sont décrites dans la Bible, dans le Tanakh, d'il y a 3000 ans, ne sont pas encore terminées. Et même les croisades d'il y a 1000 ans ne sont pas terminées non plus. Et cette atmosphère d'une histoire vivante, c'est une histoire qui est très politique et elle saigne encore et elle est présente dans notre vie. En ce qui concerne le deuxième pilier, le second pilier, la langue. L'hébreu, aujourd'hui, moi je ne suis pas linguiste, mais je crois que c'est la seule langue au monde où dans la partie occidentale du monde, c'est la seule langue du monde. On peut donner à un Israélien qui parle hébreu un texte qui a été écrit il y a 3000 ans et il en comprendra 60-70%. C'est un truc anormal. Et en tant qu'écrivain, je me sens comme un écrivain qui aime bien les histoires de la Bible. Je me sens comme faisant partie d'une chaîne extrêmement longue, d'une culture d'écriture, d'une culture littéraire. En fait, je dis que l'histoire d'amour entre Jacob et Rachel, c'est écrit dans la Bible. C'est pas simplement de la littérature religieuse, c'est de la littérature, point final. C'est un grand écrivain qui a écrit ça. Si je le rencontrais, je pourrais lui parler dans notre langue sur ce qu'il a écrit, sur ce que moi j'ai écrit. Lui ne comprendra pas certains mots comme voiture ou réfrigérateur. Et moi, je ne comprendrai pas tous les mots des différents types de chevreaux qui sont rappelés dans la Bible. Mais finalement, on parle la même langue. Et je le sens quand je l'écris. Et où est-ce que vous mettez, quel est votre rapport avec toute la littérature juive d'entre-temps, puisque vous parlez effectivement de cette soudure qui s'est faite entre la littérature biblique et l'hébreu contemporain, mais entre-temps, il y a eu 2000 ans de galoute avec des auteurs, je pense par exemple à des auteurs yiddish comme Shalom Aleichem, qui étaient très...
Ah, עכשיו אני שומע, עכשיו אני שומע. bon, est-ce que je reprends Michel? Non, c'est pas la peine. מאז התנ"ך? תראה, קודם כל, אחרי התנ"ך יש גם כל... כן, אחרי התנ"ך יש גם... Après le Tanakh, après la Bible, il y a eu la littérature talmudique. Dans le Talmud, il n'y a pas simplement des règles, des lois, il y a aussi des histoires exceptionnelles qui sont dans des livres que j'aime beaucoup lire. Et puis après, il y a eu une interruption très longue dans la littérature en hébreu. On utilisait l'hébreu simplement pour des fêtes religieuses et des prières. Et depuis 200-250 ans, on a recommencé à écrire une prose et de la poésie en hébreu. Et moi, j'en suis l'héritier aussi. Sholem Aleichem, par exemple, a écrit en yiddish, certes, mais il a été traduit en hébreu. Et il fait partie de mon horizon littéraire. Bialik, Tchernichovski sont une partie importante dans mon monde littéraire. Et à partir du moment où l'hébreu est revenu à l'usage quotidien et dans l'usage littéraire, il y a des énergies extrêmement fortes qui sont là. On n'écrit pas par hasard tellement de livres ici. Puisque vous parlez d'écriture, je vais vous poser des questions un peu techniques. Et je vais partir d'une citation que j'ai trouvée récemment d'un poète tchèque qui s'appelle Vladimir Holan et qui, en français en tout cas, a écrit « De l'esquisse à l'œuvre, le chemin se fait à genoux ». Est-ce que pour vous, l'écriture d'un livre se fait à genoux? Est-ce que c'est douloureux? J'écris pas à genoux déjà. Cette génuflexion, j'en passe beaucoup de temps dans mon jardin parce qu'il faut que j'arrache les mauvaises herbes. Et donc là, je suis à quatre pattes, oui, c'est vrai. Il y a une partie dans mon livre qui raconte ça. Mais l'écriture, non, je le fais comme quelqu'un qui mange. Je suis assis à table et sur les genoux, cette génuflexion, je ne me sens pas soumis ou docile au livre. Non, mon sentiment, c'est que c'est moi le patron du livre. C'est moi qui décide de l'histoire, du destin des personnages. C'est pas eux qui me disent quoi faire. C'est moi qui dirige l'histoire dans mon livre. Et quand vous écrivez, il y a des écrivains qui posent une série de scènes. Est-ce que qui posent des scènes et puis qui les collent, qui les tissent ensemble? Il y en a au contraire qui dessinent le plan de l'histoire avec l'endroit où se placeront tous les personnages. Et vous, comment est-ce que vos livres sont pas linéaires en général? Comment est-ce qu'ils arrivent? Comment est-ce qu'ils se construisent? Sachant que c'est vous qui les construisez, que c'est vous le patron, c'est vous le... Il y a quelques points techniques qui m'aident parce que les livres, il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'histoires parallèles. Je fais deux choses. D'abord, j'ai des canaux. Vous savez, une matrice en X et Y. Sur un axe, il y a les noms des personnages et sur l'autre axe, il y a les années. Et je fais une grille et j'écris dans les carrés ce qui arrive à chacun d'entre eux au cours des années. Ça m'aide. Et la deuxième chose que je fais, c'est un peu marrant à raconter. Au début, j'écris des scènes de la vie de mes personnages. Lundi, j'écris le mariage du papa et de la maman. Mardi, j'écris sur l'enterrement du grand-père. Et le mercredi, comment je peux raconter comment cette mère qui vient de se marier arrive au jardin d'enfants? J'écris pas dans la chronologie. Chaque scène, ça peut faire une demi-page ou 5 pages ou 5 feuillets. Et après un an d'écriture, je commence à arranger toutes ces images, tous ces tableaux.
selon un ordre. Mes livres ne sont pas chronologiques. Donc j'écris les titres de ces scènes sur des cartons, je les éparpille sur le sol et puis je les collecte. Je change leur ordre de toutes sortes de façons jusqu'à ce que je décide ce que sera l'ordre final dans le livre. Il y a une autre particularité dans vos livres, outre le fait qu'ils sont effectivement pas chronologiques, pas linéaires, il y a aussi généralement un narrateur, un personnage qui raconte l'histoire des autres de son point de vue. Et vous avez raconté quelque part que dans un de vos derniers livres, J'te Doubim, en français, c'est un titre accouché, enfin un petit peu long, un fusil, une vache, un arbre et une femme. Dans Un fusil, une vache, un arbre et une femme, le narrateur est une femme, Ruta. Et vous dites que, en fait, de tous vos narrateurs, qui généralement sont des hommes, c'est cette femme qui vous ressemble le plus. Vous vous souvenez que vous avez dit ça dans une interview ou vous l'avez oublié? Je ne me souviens pas, mais peut-être que je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, c'est écrit dans Haaretz, je crois, dans une vieille interview. Je ne m'oppose pas à cette affirmation. C'était la première fois que j'écris toujours à la première personne du singulier. Et c'était la première fois que mon narrateur était une narratrice. Et j'ai commencé à raconter à mes camarades et ils m'ont dit: aucun écrivain, aucun homme ne peut écrire par la voix d'une femme, qu'aucun homme ne comprendra la profondeur et les nuances d'une femme. Et j'ai dit que, mon personnage ne représente pas le genre féminin. Elle se représente elle-même. Elle est un individu. Comme mes personnages masculins se représentent chacun d'entre eux, et ils ne représentent pas le genre masculin. Et quand j'ai commencé à l'écrire, c'est une femme un peu masculine, disons. Hein. Oui, elle aime bien le Tanakh. Elle a un hébreu proche du mien. Je n'ai pas préparé comme ça, mais pendant l'écriture, j'ai commencé à la ressentir très proche. Et aussi, parmi les femmes, il y a des femmes qui l'aiment beaucoup et des lectrices qui n'arrivent pas à la supporter. Et peut-être parce que c'est qu'elle me ressemble. Toujours à propos de votre écriture, des particularités de votre écriture, il y a un livre que vous avez écrit qui s'appelle Fontanelle en français, Fontanella en hébreu, dans lequel votre narrateur, toujours, il a une drôle de façon d'écrire parce qu'il laisse des options dans son texte. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il vous raconte une histoire et il a une expression, mais il vous dit, peut-être qu'on peut dire la chose un peu différemment, peut-être que la chose peut se passer un peu différemment. C'est un petit peu déstabilisant au début pour un lecteur et puis petit à petit, on s'habitue. Vous ne vouliez pas prendre des décisions? Pour moi aussi, ça a été difficile de décider. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'avait pas terminé l'écriture du livre. Moi, quand j'écris, parfois, j'essaye de prendre en compte deux façons d'écrire une phrase. Au lieu de me casser la tête jusqu'à ce que je trouve une solution, je laisse les deux possibilités ouvertes et je fais un signe, une petite étoile ou un slash pour pouvoir y revenir plus tard. Ce que je voulais dire par ça, c'est qu'il n'avait pas fini l'écriture. De mon point de vue, Fontanelle, c'est une lettre en vue d'un suicide extrêmement longue. Il l'écrit, cette lettre d'adieu, extrêmement longue, comme un roman. Et j'ai laissé toutes les petites étoiles, les astérisques, toutes les options, toutes les possibilités, pour dire que finalement, il s'est suicidé. Mais quelqu'un ne peut pas décrire son propre suicide. Et donc ces options disent qu'il n'a pas terminé le livre parce qu'il n'existe plus lui-même.
On peut peut-être aussi le comprendre en disant que vous laissez entendre que c'est une lettre avant un suicide, mais que peut-être le suicide n'a pas eu lieu, que c'est comme les différentes options, qu'il y a deux façons de terminer le livre. Moi, j'ai dit ce que j'ai voulu faire. Chaque lecteur peut imaginer la façon dont il veut voir la fin de l'histoire. Je vais rester sur Fontanelle. Est-ce que vous serez d'accord si je vous dis que c'est un peu, pour moi, c'est la métaphore d'un espèce de sionisme idéal, alors qui commence par un voyage d'origine, la famille qui vient de Russie ou de Pologne, ensuite le patriarche qui traverse la terre d'Israël avec sa femme sur les épaules jusqu'au moment où elle choisit l'endroit où ils vont s'installer. Ensuite, le travail de la terre, et puis une famille avec ses particularités, ses rites, sa hiérarchie, ses conflits, et puis une famille qui est fermée du reste du pays, qui s'est entourée d'une barrière et qui ne laisse entrer personne de l'extérieur. Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que je me trompe en voyant ça comme ça? Je crois en cela qu'une fois qu'un livre est publié et que les gens commencent à le lire, ça devient leur livre. Je peux vous dire que ce n'était pas mon intention. Mais si quelqu'un explique ainsi mon livre, j'ai aucun problème avec ça. En général, une partie des livres que j'ai écrits jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du sionisme et des pionniers en Israël, c'est le décor des livres. Mais ce n'est pas leur sujet. Le sujet de mes livres sont en général des histoires de famille. C'est pas original, hein. La plupart des écrivains écrivent sur les familles, l'amour, ça revient tout le temps. Mais mes familles à moi se développent dans ce pays. Et parce que je veux décrire quelques générations, pas simplement une génération, je vais en arrière et je remonte à 70 ans avant nous. Et comme ça, j'ai un livre, on peut décider qu'il décrit le sionisme ou la création de l'État d'Israël. Mais de mon point de vue, c'est une scène, un décor du livre. Et le livre raconte l'histoire d'hommes, de femmes, de pères, de mères, grand-père, grand-mère, enfants, petits-enfants. Des histoires de famille. Pas forcément des familles heureuses d'ailleurs. Des familles avec des conflits, des familles avec de la violence. Est-ce que c'est parce que les familles heureuses n'ont pas d'histoire? Comme dans toute famille. Dans toute famille. Dites-moi, il y a une question que je me posais aussi. C'est qu'il y a un point il y a une connexion entre vos différents livres et qui est assez curieuse, sont les recettes de cuisine. Vous avez dans Mon jardin sauvage une recette d'ailleurs que j'espère essayer un jour de spaghettis à la sauge qu'on retrouve dans Fontanelle où un des personnages prépare ce plat pour le narrateur. Vous avez aussi une recette de limoncello que vous décrivez avec beaucoup de précision pour les gens que ça intéresse et qu'on retrouve aussi dans un autre de vos livres, je ne sais plus lequel. Vous vous amusez, c'est un jeu de pistes que vous faites pour vos lecteurs? Non, c'est une partie de la vie des gens. C'est aussi la nourriture, une partie de la vie des gens. Et la nourriture dans le milieu familial, c'est très important. Chez moi, quand dans le livre, le premier livre, quand arrive un ancien soldat russe et rentre chez lui en Israël, c'est qu'il demande chez lui qu'on lui prépare sa salade de légumes qu'il aimait. Et après une semaine, qu'il se trouve où que ce soit, il va sur les marchés, il achète des tomates, il achète des concombres et des citrons et de l'huile d'olive
Et il se prépare ça parce que sans ça, il va s'évanouir. Donc, oui, à la nourriture, il y a une valeur extrêmement importante dans la famille. Et toutes les nourritures que je décris dans mes livres sont liées à mes personnages dans les livres, à ces familles. Ésaü, le baiser d'Ésaü, traduite par le baiser d'Ésaü en français. C'est un livre sur des gens qui font du pain. Tout le livre est sur le pain, l'odeur du pain qui cuit, le côté familial du pain. Moi, je ne suis pas grand cuisinier, je ne suis pas un spécialiste de la nourriture, mais j'aime préparer ce que j'aime manger. Et il y a quelques plats familiaux que j'aime beaucoup préparer et que j'aime manger. Et ça fait partie de la vie de mes héros. Je sais qu'en Israël, chez les journalistes culinaires, on me prend pour un écrivain qui fait attention aux plats et à la nourriture. Dites-moi, vous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup travaillé avec la même traductrice, Sylvie Cohen. Comment est-ce qu'on traduit un livre quand on parle d'une langue, enfin, quand on passe de deux langues qui sont quand même fondamentalement différentes, de l'hébreu au français? Est-ce que vous avez beaucoup d'allers-retours? Est-ce qu'elle vous pose des questions? Comment ça se passe? Tout d'abord, on m'a traduit en chinois, en japonais, en turc. Donc, je pense qu'on peut traduire aussi en français. Et puis, je dis que si on a traduit le Tanakh et le Shakespeare dans tellement de langues, donc on peut s'arranger aussi avec mes petites histoires. Et les traducteurs travaillent différemment. Par exemple, ma traductrice en allemand, qui travaille avec l'éditeur en Suisse, elle ne me pose aucune question pendant sa traduction. Elle prend le livre, elle traduit. Et de ce que j'entends, elle traduit de façon exceptionnelle. La plupart des traducteurs m'envoient des questions par courriel. Dans le livre sur le jardin sauvage, oui, on me pose des questions sur le nom des fleurs. Ah oui, ça parfois, quand il y a une citation poétique ou de la Bible, on me demande d'où c'est tiré cette citation. Et on se concerte avec moi en ce qui concerne la traduction. Ils travaillent selon des façons différentes. Il y en a qui travaillent très très vite, il y en a qui travaillent très lentement. Moi, je fais très attention à leur demander une chose. Je leur dis qu'en hébreu, il y a une musique dans mes histoires. Si on les lit à haute voix, il y a une musique, une mélodie, comme lorsque quelqu'un raconte à un enfant ou à quelqu'un d'autre. Et je leur demande de conserver la musique, la mélodie de mes romans. Vous êtes aussi très fidèle à votre éditeur. En hébreu, vous êtes resté chez le même éditeur depuis le début. C'est, j'ai oublié le nom de votre éditeur, mais enfin, vous allez me le dire. Et qui était aussi l'éditeur de votre père. Am Oved. Am Oved. Qui était l'éditeur de votre père. C'est pour des raisons sentimentales que vous restez chez le même éditeur? Mon père a écrit un roman qui a été publié. Am Oved. C'est un éditeur qui faisait partie de la Confédération générale du travail en Israël, Histadrut HaOvdim, qui existait, le syndicat existait avant la création de l'État. Et je me demande, en fait, c'était la seule édition d'une organisation syndicale ouvrière. Donc, c'est un choix politique. C'était une décision politique à l'époque. Mais quand mon père a publié son roman, c'était pas facile. Mon père était écrivain très à droite dans ses positions politiques.
Am Oved, c'était socialiste. Bah, c'était pas facile de lier cet éditeur avec cet écrivain-là. Mais ils l'ont édité pour des décisions littéraires et pas pour des décisions politiques. Et c'est pour les remercier que vous continuez, que vous restez chez eux alors? Non, je ne suis pas chez eux pour des raisons politiques, parce que Am Oved, c'est plus un éditeur socialiste ou de gauche. C'est un éditeur comme tous les autres éditeurs. Moi, je suis resté chez eux parce que pendant des années, il y avait là-bas un éditeur que j'aimais beaucoup, avec qui j'aimais beaucoup travailler, Avraham Yavin. Il a édité tous mes romans, et aussi mes œuvres de non-fiction et mes œuvres pour enfants, mes romans, mes textes pour enfants. Il est mort il y a 2 ans, à l'âge de 90 ans. Et jusqu'à un mois avant sa mort, il a travaillé sur un de mes livres pour enfants. Et maintenant, ce roman que je viens de terminer, j'ai travaillé avec un autre éditeur et j'ai beaucoup apprécié son travail. Mais bon, il faut s'habituer l'un à l'autre. Dites-moi, vous me lancez une perche parce que je voulais vous poser une question sur vos livres pour enfants. Vous en avez écrit une quinzaine. Est-ce que c'est différent d'écrire pour enfants? En quoi est-ce différent? Est-ce que ça laisse plus de place à l'imagination, moins de place à l'imagination? Tout d'abord, j'écris pour des petits-enfants. J'écris pour des enfants de 4 à 9 ans, à peu près. Et on a traduit déjà mes livres pour enfants en plusieurs langues. L'écriture pour les enfants, en principe, je crois que même dans l'écriture pour les adultes et l'écriture pour les enfants, il doit y avoir une histoire, il doit y avoir un développement. Et il faut que ce soit bien écrit. On ne peut pas dire ça, c'est pour les enfants, il n'y a pas besoin de faire très attention, il ne faut pas polir. Même les enfants, c'est un public critique et ils ont droit à des œuvres dans lesquelles les écrivains ont investi. Mais les livres pour enfants sont des livres qui font 30 pages et un livre pour adultes, c'est 300 pages. Donc un livre pour enfants, je l'écris en 6 mois. Et un livre pour adultes, ça me prend 4 ans. Donc il est clair que c'est des rapports différents avec le livre. Mais dans les deux cas, je fais très attention à l'écriture. Et je n'essaye pas d'éduquer mes lecteurs, ni les grands, ni les petits. Je ne veux pas les rendre meilleurs ou les persuader de façon sociale ou politique. Je veux leur raconter une histoire. Je suis très fondamental, basique de ce point de vue-là. Je vais passer dans un instant la parole aux spectateurs, aux auditeurs. Je voulais juste que vous nous disiez un mot de votre nouveau livre, celui qui va sortir en hébreu dans 1 mois, puisque vous nous avez dit que vous aviez fini votre manuscrit. Mon nouvel ouvrage est très, très différent de tous les précédents, qui eux-mêmes sont différents les uns des autres, mais il y a plus de ressemblances entre les uns et les autres. En hébreu, ça s'appelle « Ne raconte pas à ton frère ». C'est le titre en hébreu. Et c'est l'histoire de 2 frères, un qui a 61 ans, l'autre qui a 65 ans. Il y en a un qui habite aux États-Unis, l'autre en Israël. L'un est très, très beau. C'est un homme très beau. Et il est très myope. Il a des lunettes en cul de bouteille. Et celui qui habite aux États-Unis vient 1 fois par an en Israël, passe son temps, la plus grande partie du temps avec son frère, et lors d'une visite, ils passent une nuit, ils boivent beaucoup d'alcool, et il lui raconte quelque chose qui lui est arrivé il y a 20 ans.
lors d'une visite en Israël. Une fille a commencé à l'attirer dans un bar, elle l'a emmené chez elle. Et c'est l'histoire des 2 nuits où ils étaient ensemble. Donc, il y a une nuit avec les 2 frères et il y a une nuit avec ce beau frère, ce frère qui est beau, avec cette femme. Voilà, qui ont beaucoup d'aventures après. C'est l'histoire. Bon, bah écoutez, rendez-vous dans quelques temps, quand on aura la traduction en français. Gad Ibgi va passer la main à nos téléspectateurs, spectateurs, auditeurs, je ne sais pas comment les appeler. À toi, Gad. Ah, ce serait mieux si on t'entendait. Voilà. Oui, Esther. Je vais d'abord donner la parole à Jean-François qui a une question et qui va la poser directement à Meir Shalev. Jean-François, tu es avec nous? Ken, oui, je suis avec vous. Je voulais poser une question sur les fleurs. Exactement à cette période, il y a un festival d'Arom Adom, le sud rouge, qu'il faut vraiment voir. Je voulais vous poser une question autour de votre jardin, dans le nord. Quand y a-t-il un nouveau festival? Ça a déjà commencé dans mon jardin. J'ai montré les fleurs que j'ai dans le jardin. J'ai déjà beaucoup de fleurs, c'est les fleurs rouges. Bien sûr, j'en aurai d'autres. Des noms de fleurs que l'interprète avoue ne pas connaître. Je voudrais aussi vous montrer la couverture de Jardin sauvage en hébreu. Comme Esther l'a dit, c'est ma sœur qui a illustré ce livre. Là, on voit des fleurs qui s'appellent des coquelicots, je crois, et qui vont fleurir chez moi bientôt. Je pense que dans 1 mois et demi, dans 2 mois, le jardin sera à son acmé. Merci. Alors, je vais maintenant donner la parole à Révital. Révital est une prof de notre Ulpan. Elle anime également une activité assez originale à l'Écuge qui s'appelle le Ivrit Social Club, où elle permet de l'expression libre autour de thématiques liées à la société israélienne. Révital, tu nous entends? Oui. Alors, tu peux poser ta question. Bonjour, Meir Shalev. Je suis de la génération de ton premier roman et je suis très ému de te rencontrer lors de cet événement. Et donc, je pose une question classique de beaucoup d'enseignants. Quels sont ce que vous dites, ce que vous suggérez aux jeunes qui lisent peu? Que devra-t-il lire? Ceux qui commencent à lire en hébreu, oui, des jeunes lecteurs en hébreu, c'est beaucoup de nos étudiants, nos élèves. Eh bien, je conseille dans mon livre, un livre qui s'appelle « Papa a fait des bêtises » en hébreu, Abba Oseh Bouchot. C'est un livre très très populaire en hébreu. Et un autre livre, je vais voir si je le trouve directement dans ma bibliothèque. Le voici. C'est le livre que j'aime le plus. Adam Hakadmon Imtsi Legamri Bemikre. Voilà comment les anciens, les hommes de la préhistoire, ont découvert par hasard la façon de faire un kebab à la roumaine, si je peux traduire. Donc je pense que même les adultes peuvent aimer ce livre. Et il y a un autre livre que j'ai publié il y a 2 ans qui s'appelle « C'est comme ça quand on aime ». C'est une histoire d'amour
dans un jardin d'enfants entre un garçon et une fille qui ont 5 ans. Mais c'est un véritable amour. Le cœur bat et la gorge s'assèche et les genoux tremblent. Et je pense que même les adultes peuvent y trouver un intérêt. Super, merci beaucoup. Alors, Revital, tu peux couper ton micro maintenant et je vais relayer la question de Laure. Laure vous demande, Meir Shalev, elle vous dit d'abord qu'elle a lu 4 de vos romans, avec chacun un univers bien singulier. Son préféré, c'est Le Pigeon Voyageur, dont l'histoire est extraordinaire. Et la question et de comment vous est venue l'idée de la conception d'un individu par l'intermédiaire d'un pigeon voyageur. Je ne veux pas divulgacher, mais est-ce qu'elle veut dire l'idée d'origine? Ce que le pigeon voyageur transmet dans son vol depuis le champ de bataille à Jérusalem, à Tel Aviv, d'un garçon à une fille, c'est ça la question? Non, c'est comment est venue l'idée du pigeon voyageur? Pourquoi un pigeon voyageur? Pourquoi j'ai écrit un livre, un roman sur les pigeons voyageurs? Oui, effectivement. D'accord. J'ai commencé ce roman sur un homme qui quitte la ville de Tel Aviv, quitte sa femme, et sa mère lui donne de l'argent pour qu'il puisse trouver un logis dans un village. C'était lié à la période où moi j'ai quitté Jérusalem et je suis passé à Tel Aviv. À part ça, ma maman m'a pas donné un centime pour ce départ. Et j'ai écrit sur l'amour de la maison, ce sentiment de quelqu'un qui trouve la maison où il va habiter et son amour pour cette maison. Et j'ai souhaité utiliser le pigeon voyageur comme une métaphore pour l'amour de la maison. Parce que c'est ce que les pigeons voyageurs savent faire, c'est rentrer chez eux, ces pigeons voyageurs. Et j'ai voulu vérifier cette histoire de pigeons voyageurs et j'ai vu qu'il y avait un potentiel littéraire et un potentiel narratif. Et c'est comme ça que cette histoire est rentrée dans le livre. Alors, une autre question, Meir Shalev, celle de Michel, qui relève que vos histoires ont une portée universelle. Où ont-elles ou sont-elles ancrées dans le paysage israélien? Oui, je pense que mes livres et mes récits fleurissent sur notre terre, de notre histoire. Mais j'ai des livres qui peuvent se produire qu'en Israël. Mon premier livre, par exemple. Mon premier livre fait partie de Que la terre se souvienne, par exemple. C'est l'époque des pionniers, du Moshav. C'est pas un récit qui peut être raconté. Si je prends, par exemple, une histoire comme Jean de Florette en France, que la terre se souvienne, ça peut pas se passer la même géographie que Jean de Florette, ça doit se passer en Israël. Mais mon autre livre, Un fusil, une vache, un arbre, qui est très brutal, ça peut se produire en France, aux États-Unis. Et même Le baiser d'Ésaü, bien qu'il commence dans la vieille ville, dans la ville antique de Jérusalem, c'est un livre sur la boulangerie. Ça peut se produire aussi en Hollande, du point de vue du narratif. Mais quand j'écris, je sens que mes histoires se produisent ici. Mais je pense que une littérature locale est en même temps une littérature la plus globale, la plus universelle.
Alors, une autre question de Philippe, qui est une question plus personnelle et qui vous demande, vous qui avez un lien fort avec la famille, et vous en avez parlé, quel rapport avez-vous avec votre cousine, Zerouia Shalev, et que pensez-vous de ses livres? Avec Zerouia, j'ai une bonne relation depuis que nous sommes enfants. Elle a 20 ans de moins que moi. Donc, quand elle avait 10 ans, moi j'avais un temps de plus, on ne se rencontrait pas beaucoup. Mais quand on était enfant, on se rencontrait beaucoup. Et on a grandi. Et nous sommes liés, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Elle vit à Haïfa. On se rencontre parfois. Dans son dernier livre, par exemple, elle a eu besoin d'une aide dans sa recherche et je l'ai un peu aidé. Et donc, il y a un bon lien entre nous. L'écriture de Zerouia est très différente de mon écriture. Elle est beaucoup plus approfondie dans l'âme des personnages, beaucoup plus que moi, beaucoup plus de l'aspect psychologique que moi. Et moi, j'aime son écriture, mais c'est moi je ne saurais pas écrire comme elle. Merci. Alors, une autre question. Vous avez beaucoup écrit sur la nature, Meir Shalev. N'êtes-vous pas tenté par un engagement pour l'environnement plus actif, plus visible dans votre pays? Je suis actif en ce qui concerne l'environnement en Israël et la nature. J'ai reçu 3 prix littéraires d'organisations qui n'ont aucun lien avec la littérature. La Fondation Pratt, qui m'a décerné un prix pour mon soutien dans l'environnement en littérature et en journalisme. J'ai reçu un prix des entomologistes israéliens pour mes études sur les insectes et un prix aussi d'un département du zoo de Tel Aviv. J'écris beaucoup sur la nature, la préservation de la nature dans plusieurs endroits d'Israël. Et c'est mon activité en tant que journaliste et en tant qu'écrivain. Alors, Edna vous demande, Meir Shalev, dans quelle filiation d'auteurs plus anciens vous vous placez et lesquels? Je ne sais pas. On pense que je suis un petit peu à l'écart des autres Israéliens parce que je ne fais pas partie d'une clique ou d'un groupe ou d'une tradition. Quand on me demande on me demande parfois, est-ce que je suis un écrivain israélien ou un écrivain juif? Je dis, je suis un écrivain hébreu. Je suis ni israélien, ni juif, je suis hébreu. J'écris en hébreu. Voilà. C'est ce qui me distingue. Je me sens proche de Yehuda Amichai, un poète, d'un écrivain et d'un poète, Chaim Guri. Certains livres d'Amos Oz, pas de tous. Des livres de Samer Ishar. Il n'est plus avec nous. Il a écrit beaucoup sur les paysages, sur la nature, qui ont une fonction importante dans ses livres. Je suis très proche d'un écrivain pour enfants qui s'appelle Nahum Gutman. J'ai beaucoup aimé ses récits quand j'étais enfant et jusqu'à aujourd'hui, je donne des cours sur lui. J'aime beaucoup l'histoire Tmol Shilshom de Shai Agnon,
Et je pense que mon livre, Que la Terre se souvienne, vient de là, essaye de poursuivre son œuvre. Il y en a d'autres, je peux continuer à les décrire, mais en général, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un écrivain politique. Je suis impliqué dans la politique par mon journalisme, mais mes livres ne sont pas des livres politiques. Et de ce point de vue, mon père, oui, c'était un écrivain très politique, très politisé. Moi, je ne suis pas du tout politisé. Alors, dans la foulée de cette question, Meir Shalev, Sandrine et Patrick vous demandent comment vous voyez la jeune génération d'écrivains israéliens, son évolution, et est-ce qu'il y a quelques écrivains dont vous vous sentez proche? J'aime l'écriture de Edgar Keret, bien qu'il écrive des nouvelles, et moi j'écris des romans. J'ai beaucoup aimé le premier livre de Dorit Rabinian, L'allée des amandiers. Dror Mishani, bien qu'il est plus jeune que moi, mais je ne peux pas dire qu'il soit un jeune écrivain. En fait, je veux expliquer quelque chose sur moi. Je n'appartiens pas au groupe littéraire. J'ai quelques amis parmi les littérateurs, mais je ne me décris pas comme appartenant à un groupe quelconque. J'aime encore un écrivain, je ne sais pas si on le connaît. Bon, ben, ce sont des gens qui sont déjà morts. Benjamin Tammuz. Et le second, c'est un auteur qui a reçu un prix, David Shachar, un prix en France, qui dans les années 50 s'est vu décerner un prix important. Je crois le Goncourt, je ne suis pas sûr. Et je l'ai connu aussi, c'était un ami de mes parents. Quand j'étais jeune, on avait des belles discussions avec lui. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup son écriture. Et je suis très lié au récit de la Bible. Il m'influence beaucoup, d'un point de vue littéraire et d'un point de vue d'approche littéraire. Alors, on poursuit. Alors, David Shachar a reçu le prix Médicis en 81. Médicis, ok. Voilà. Toda. Merci, le prix Médicis. C'était quelqu'un de très spécial. Je le rencontrais parfois dans la rue. Il était très théâtral. Il avait un béret basque comme ça sur l'oreille. Il avait un bâton avec un pommeau d'argent, très très sarcastique. J'ai beaucoup aimé parler avec lui. J'ai un livre sur ma grand-mère de Nahalal et sur son aspirateur. Ma grand-mère russe et son aspirateur américain. Je rappelle la rencontre avec David Shachar. Et quand il est mort, sa famille a demandé, en fait lui il avait demandé à sa famille que je prononce l'oraison funèbre. J'ai parlé de lui et quand j'avais à peu près 21 ans, je l'ai rencontré déjà quand j'étais enfant et il m'a demandé si moi j'allais aussi écrire comme mon papa écrivait. J'ai dit, je suis pas sûr, j'aime bien lire, j'aime pas écrire, je veux simplement lire. Et je veux être zoologue, je veux pas être écrivain. Et il m'a dit quelque chose dont je me souviens encore et que j'utilise. Peut-être que tu écriras à la fin, et je vais te donner un conseil. Si tu veux écrire un livre, écrire une histoire, écrire un roman. Si tu veux corriger le monde et faire la paix, écris un article dans un journal. Et ça, je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. La vocation de journaliste. Une question de Léna qui vous demande quel est l'endroit
qui vous plaît le plus en Israël? Eh bien, par hasard, je connais beaucoup de lieux en Israël. Je connais des lieux que beaucoup de touristes et beaucoup d'Israéliens ne connaissent pas, parce que je me promène beaucoup en Israël. Je fais des voyages en 4x4 hors des sentiers en Galilée, dans le Negev, sur le Golan. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime et ça dépend de l'heure de la journée. Donc, il m'est difficile de répondre. J'aime beaucoup, par exemple, la petite rivière du Petit Martèche. Il y a un petit cours d'eau, le Chazaf. J'aime un endroit dans le Negev occidental qui s'appelle Bir Khafir, à environ 1 kilomètre de là-bas. Bir, ça veut dire puits. Il y a 3 grands arbres que j'aime beaucoup revoir. Ce qui m'intéresse pas tellement, c'est l'eau. C'est pas la mer ou le lac de Tibériade. J'aime les paysages plus sauvages. Mais en fait, non, il y a beaucoup d'endroits que j'aime visiter. J'aime le désert de Judée, la mer Morte. Alors, vos lecteurs francophones s'intéressent beaucoup au rapport que vous avez avec la nature, et Linda en pose une question. Si vous étiez intéressé par d'autres écrivains dans le monde qui s'intéressaient également à la nature et particulièrement au jardin. Et elle cite entre autres Derek Jarman en Angleterre. Je ne connais pas un écrivain anglais qui a écrit beaucoup sur les jardins. Est-ce que c'est quelque chose J'aime beaucoup le livre du Tchèque Karl Čapek qui s'appelle L'année du jardinier, c'est-à-dire l'annuaire du jardinier, qui décrit avec beaucoup d'humour son travail dans son jardin en Tchéquie. Je pense que quand j'étais enfant, je ne me souviens pas exactement, il y a un des descripteurs de la nature, et je l'ai lu plusieurs fois, c'est la description de la pluie dans le livre de Jean Rouault. Ah oui. Les chants de la gloire. Il décrit la pluie sur la Loire. C'est 20 pages qui ne parlent que de la pluie sur la Loire. C'est une description de la nature que j'aime beaucoup lire. Et si on en parle déjà de ces écrivains français, il y a une description de la nature de Romain Gary. Quand il est allongé sur une plage californienne et il y a un petit lézard qui arrive jusqu'à son oreille, qui touche son oreille, et les sensations que ça déclenche dans son cœur. J'aime bien les descriptions de la nature de Gérald Dahl, qui était zoologue aussi. Ma famille et autres animaux, a-t-il écrit. Et il y en a d'autres, beaucoup. Alors, avant de conclure, une dernière question, Meir Shalev, celle de Sylvia concernant votre rapport à la poésie. Est-ce que vous avez... c'est un genre qui vous intéresse? Avez-vous écrit... Oui.
je suis fils d'un poète. Mon père a publié des romans chez l'éditeur Amoved, mais principalement il était poète. Et voilà ses livres ici. Voici quelques livres de mon père. C'est dans les années 50 et 60. Un jeune revient de l'armée. C'est un livre qu'il a écrit pour moi. Il me l'a dédié. Voilà, il est écrit en hébreu. Magnifique. Ceux qui savent lire, les Meir à Meir. Quand j'étais à l'armée, j'ai été blessé. Pendant mon service militaire, gravement blessé, j'étais quelques mois à l'hôpital. Et là-dessus, mon père a écrit quelques poèmes et les a placés là-dedans, dans ces recueils. Bien sûr, j'apprécie la poésie et je suis proche de par mon père et comme enfant, j'aimais lire des poèmes pour enfants. Et il y a beaucoup de poètes, Yehuda Amichai, que j'aime le plus parmi les poètes de mon époque et je l'ai connu personnellement. Nous étions amis lorsqu'il était déjà âgé. Mais je dois reconnaître que je suis plus proche de la prose que de la poésie. Bien. Nous allons conclure cette magnifique soirée où vous nous avez transportés dans votre univers. Je pourrais dire dans Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire partie de cette soirée. Nous sommes impatients de découvrir votre prochain livre, Meir Shalev. Je me permets de vous remercier toutes et tous pour votre fidélité. Il n'y a pas du tout de nature dans ce dernier livre, je vous préviens. Vous nous préparez, mais nous l'attendons quand même. Et surtout, nous vous attendons à Paris et à Genève. Je vous remercie, vous toutes et vous tous qui nous avez suivis. À mon prochain voyage en France, on va se voir. Et quand j'irai voir chez Diogène à Genève, je verrai mes amis genevois. Magnifique. Avec plaisir. Beratson omeret halash. Alors, je vais remercier également Esther Lehmann pour l'animation de cette soirée et pour les formidables rencontres littéraires qu'elle anime à l'Écuge. Merci infiniment à Michel Zlotowski qui, comme à chaque fois, interprète magistralement nos événements. Et puis, vous remercier évidemment Anita et la communauté israélite de Genève de ce partenariat serein et sympathique, et vous remercier à vous toutes et vous tous qui vous êtes très très nombreux à nous avoir suivis ce soir, qui êtes partout dans le monde. Meir, nous avons des personnes qui nous ont suivis de Tunisie, du Canada, du Maroc, d'Israël bien sûr, de toutes les régions de France, de Genève, de Lausanne. Beaucoup d'entre vous sont avec nous ce soir et puis nous vous remercions infiniment. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée, une soirée peut-être de lecture où les univers littéraires de Meir Shalev nous transporteront encore. Voilà, bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Merci Meir Shalev de votre générosité ce soir. Bye.